Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour un nouveau thème de l'After NG. Ce soir, on va parler de l'impôt, de la défiscalisation. Alors, c'est un sujet qui est cher à tout le monde. Qui aime payer de l'impôt? Pas grand monde. C'est un peu le sport national, la défiscalisation. C'est souvent un argument qui est utilisé par beaucoup de vendeurs à la sauvette qui cherchent à faire défiscaliser les chefs d'entreprise en investissant dans des dispositifs parfois mal maîtrisés ou peu connus. Et on peut rapidement atterrir à des catastrophes financières. Donc, l'idée de ce soir et de ces afters, c'est de vous être utile, c'est de vous donner les moyens de bien appréhender un certain nombre de sujets. Donc, on avait déjà abordé le sujet de la retraite. Chaque mois, on abordera d'autres thématiques. Et mon intention de ce soir, c'est, même si ça déborde un peu de mon champ de compétences, ce sont des sujets qu'on pratique régulièrement, sur lesquels on échange régulièrement avec la clientèle. Et donc, on a quand même des choses à dire, puisqu'on voit beaucoup de personnes se tromper ou mal aborder ces dispositifs de défiscalisation. Donc, ce que je vous propose, c'est de balayer la bonne méthodologie pour appréhender l'impôt et la défiscalisation, et puis aussi balayer les principaux dispositifs que l'on peut rencontrer dans le Code général des impôts. Alors, on pourrait y passer une semaine à déblayer le terrain, parce qu'on est vraiment les champions en France de tous les articles de loi, des avantages fiscaux, des crédits d'impôt, enfin, on en a pléthore. Je vais vraiment m'arrêter sur les principaux et ceux pour lesquels il me semble qu'il y a matière à peut-être faire des choses, mais intelligemment. Voilà. Donc, j'espère que ça vous conviendra. On passe une petite heure ensemble. Le webinaire est enregistré, donc on peut le voir en replay. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter par la suite si vous le souhaitez. Alors, j'ai souvent tendance à commencer ces webinaires sur la défiscalisation avec la phrase suivante, c'est de l'impôt, vous en paierez toute votre vie. Alors, n'en faites pas une obsession, parce que l'argument fiscal vous fera souvent faire de mauvais investissements. Voilà, les gens qui réussissent patrimonialement, les gens qui arrivent à sécuriser un patrimoine, eh bien, c'est souvent des personnes qui n'ont pas été obnubilées par l'impôt. J'ai même envie de vous dire que payer de l'impôt, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous réussissez dans la vie et ça veut dire que vous avez plutôt… Alors, ce n'est pas le seul moyen de réussir dans la vie, évidemment, mais financièrement, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que vous gagnez votre vie, vous réussissez professionnellement ou financièrement. Et donc, par effet ricochet, on paye de l'impôt. Donc, mieux vaut payer de l'impôt que de ne pas en payer. Mais malgré tout ça, on a quand même envie de chercher des sources d'optimisation dans sa stratégie, parce que les années passent vite. Le temps pour se constituer un patrimoine, il est pas si court que ça. On arrive vite à la retraite et on arrive vite à une logique de chute de revenus en fin de carrière qu'il est souvent difficile à appréhender. Voilà. Donc, je continue la présentation. Alors, la première chose, c'est quand même un préalable indispensable. On a souvent des personnes qui ne comprennent pas trop comment se calcule l'impôt en France. On est dans une logique de barème progressif. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. En gros, personne ne paye tout de suite 41% d'impôt, 45% d'impôt sur la totalité de ses revenus. On y va progressivement. Donc, l'impôt sur le revenu en France, il est progressif, c'est-à-dire que de 0 € jusqu'à 10 000, on est non imposable. De 10 000 à 26 000, on commence à payer 11% d'impôt sur cette tranche-là. Ensuite, de 26 000 à 75 000, on commence à payer 30%, et ainsi de suite, pour arriver à la tranche maximale de 45%, où dès qu'on dépasse environ 160 000 € de revenus à l'année, vous avez 45% qui repartent en fiscalité IRPP, impôt sur le revenu, donc barème progressif. Ces tranches d'impôt, elles sont à relativiser en fonction de ce qu'on appelle du quotient familial. Si vous êtes marié, pacsé, célibataire, avec un certain nombre d'enfants, donc on monte un peu moins vite dans les tours, on va dire, si on est marié avec beaucoup d'enfants. Et en revanche, quand on est célibataire, eh bien, on monte plus vite dans les tranches d'imposition. Voilà. Ça, c'est un principe basique. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est quand même très important de le comprendre, parce que c'est à partir de là
que l'on peut décider s'il vaut mieux partir dans un dispositif fiscal plutôt qu'un autre. C'est ça qui est important. Le préalable, un deuxième préalable indispensable, bon, la défiscalisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà un moyen légal, hein, l'État cautionne les dispositifs de défiscalisation, bien évidemment. Donc, c'est un moyen légal de diminuer la facture fiscale, de la réduire, voire même de la supprimer certaines années, puisqu'on a des dispositifs de défiscalisation qui, à l'extrême, permettent d'effacer complètement l'impôt sur le revenu que vous auriez à payer une année ou 2 années, voire même 3 années. Hein, on a des dispositifs qui sont assez efficaces. Par contre, on verra tout à l'heure que ce n'est pas tout rose, il y a forcément des contreparties et je vais insister là-dessus. L'intérêt de l'État, puisqu'évidemment il y a un intérêt, ce ne sont pas des farfelus qui prévoient tous ces dispositifs de défiscalisation. Donc l'idée de l'État, c'est de sponsoriser, c'est de faire sponsoriser un certain nombre de projets d'intérêt général ou d'entreprises françaises par le contribuable, et ça permet justement à l'État de se concentrer sur d'autres secteurs ou sur d'autres dépenses. Donc oui, l'État a un intérêt à orienter les dépenses ou les économies d'impôts, les dispositifs dans un certain nombre de secteurs, notamment l'immobilier, puisqu'on sait qu'il manque cruellement de logements en France. Et donc, tous ces avantages fiscaux qu'on peut trouver dans des dispositifs de défiscalisation immobilière, il y a un vrai intérêt pour la collectivité et pour l'État, et aussi pour les promoteurs, évidemment. En matière de défiscalisation, les économies d'impôts qui sont promises, elles sont donc rarement sans contrepartie. Donc, c'est très important de comprendre que quand on vous parle des fiscs, produits des fiscs, on verra lesquels, vous avez toujours une contrepartie. Donc, la bonne solution, c'est celle où vous acceptez la contrepartie. La pire des choses, c'est de découvrir ou d'imaginer qu'il n'y a pas de contrepartie. Et puis, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, une fois que vous avez mis en place votre dispositif de défiscalisation, c'est d'apprendre qu'il y avait des contraintes et que finalement, personne ne vous avait informé de ces contraintes. Et c'est souvent un des pièges dans lesquels les gens tombent, c'est qu'ils signent des choses un peu tête baissée parce que le vendeur était sympa ou la vendeuse était sympa aussi. Et le problème, c'est que quand on découvre les choses a posteriori, c'est là où on a de graves déconvenues. Donc, attention aux fiascos financiers qu'on peut parfois avoir dans certains dispositifs de défiscalisation. Je dis souvent, la bonne solution, c'est celle où on accepte les contraintes, puisque les avantages, tout le monde les a, tout le monde les prend. Par contre, les contraintes, tout le monde ne seront pas d'accord pour les appréhender ou les accepter. Donc, c'est très, très, très important d'insister là-dessus, de comprendre quelle est la contrepartie. Alors, attention en France, on a ce qu'on appelle un plafonnement des niches fiscales. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez déjà entendu parler des plafonds de défiscalisation, l'abondement en PERCO, l'abondement en PE, le plafond de retraite Madelin en déduction fiscale. Mais il faut savoir qu'en plus de tous ces plafonds fiscaux qu'on peut avoir dans tel ou tel dispositif ou dans tel ou tel revenu catégoriel, on a ce qu'on appelle un plafonnement global des niches fiscales qui chapeaute tout ça. Et donc, il n'est pas possible pour un foyer fiscal de dépasser plus de 10 000 € par an de cumul d'avantages fiscaux. Voilà, et 18 000 pour un certain nombre d'investissements en outre-mer ou dans le cinéma, mais c'est un peu à part. Donc, le plafond fiscal en France, il est de 10 000 € par foyer fiscal. Et ce plafond de niche fiscale, eh bien, il ne permet pas de cumuler au-delà de 10 000 € des avantages fiscaux. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des avantages fiscaux, des produits de défiscalisation qui rentrent dans ce plafonnement des niches fiscales, et on a des dispositifs de défiscalisation qui ne rentrent pas dans ce plafonnement des niches fiscales. Donc, quand on aborde la défiscalisation, il faut déjà faire l'inventaire ou comprendre quels sont les dispositifs qui figurent dans ce plafonnement des niches fiscales globales, parce que vous prenez le risque de dépasser un cumul d'économies d'impôts, et au-delà de 10 000, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, c'est que vous aurez mis en place des dispositions qui ne serviront à rien du point de vue de la défiscalisation, puisque ça s'arrêtera à 10 000 € d'avantage fiscal.
Et puis, on peut compléter ces dispositifs par des dispositifs qui ne sont pas soumis au plafonnement global. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est très important de comprendre ce cadre, ce carcan, parce que ça serait du défaut de conseil de faire un cumul d'avantages fiscaux à quelqu'un et puis de dépasser les 10 000 euros, évidemment. Je vous ai fait la petite liste des avantages qui sont soumis au plafonnement. Alors, vous en connaissez certainement. On a les réductions d'impôts qu'on peut trouver chez le banquier. C'est quand on achète des FCPI, des fonds communs de placement dans l'innovation. Je vous en parlerai tout à l'heure. Tout ce qu'on appelle aussi FIP, les réductions d'impôts liées à des investissements dans des fonds d'investissement de proximité. On a les réductions d'impôts dans le cadre d'investissements pour des groupements forestiers. On a les investissements en ZRR, dans des SOFICA pour le cinéma, les crédits d'impôt qui sont liés à l'emploi d'un salarié à domicile. Enfin, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les dispositifs, mais énormément de dispositifs rentrent dans le plafonnement des niches fiscales. Et puis, vous avez l'autre liste qui sort du plafonnement des niches fiscales. Ça peut être les dons aux œuvres ou à des fondations. Vous avez la réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement en loi Malraux. Donc ça, c'est de l'immobilier défiscalisant dans des zones un peu particulières. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les versements dans le cadre d'un PER ou ex-retraite Madelin ne rentrent pas dans ce plafonnement. Les produits d'épargne retraite type préfonds, PERP, enfin ex-PERP. Le rachat de trimestre, quand on rachète des trimestres, on peut déduire fiscalement le rachat de ces trimestres au titre des années d'études ou des années incomplètes. Ça ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales, puisque ces rachats-là, ces versements dans les PER génèrent de grosses économies d'impôts. Ça ne rentre pas dans les plafonnements. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, avant de se lancer et avant de faire l'inventaire des différents dispositifs, il y a vraiment 3 questions à se poser. C'est quand on veut faire de la défiscalisation, c'est déjà quel est mon objectif patrimonial. Je suis dirigeant ou pas, d'ailleurs, parce que ça concerne tout le monde. Quel est l'objectif patrimonial que je recherche? Ça, c'est très important parce que je vois beaucoup de personnes défiscaliser pour défiscaliser, c'est-à-dire qu'on veut juste réduire l'impôt sans aucune logique patrimoniale derrière. Et ça, c'est souvent une bêtise. C'est que vous prenez 2 individus, le premier qui va faire que des médicaments fiscaux tout au long de sa vie, et le second qui va aussi aller chercher de la défiscalisation, mais en essayant de créer du patrimoine. En fin de carrière, vous prenez les 2 individus, vous allez avoir 2 patrimoines complètement différents. Il y en a un qui aura défiscalisé, mais il n'aura rien au bout. Et il y en aura un autre qui aura créé du patrimoine et qui aura une valeur de patrimoine bien plus importante que le collègue ou le copain qui aura fait des médicaments fiscaux par-ci, par-là, en faisant plaisir à son banquier ou parfois à des vendeurs à la sauvette. Donc attention, quel est l'objectif patrimonial que l'on recherche? Deuxième chose, quel est votre horizon de placement? Donc ça, c'est vraiment très important. C'est quel est le temps que vous vous donnez? Combien de temps avez-vous pour lancer une stratégie de défiscalisation? Parce que vous verrez tout à l'heure qu'on a une notion de blocage des fonds. Le troisième aspect, c'est le niveau de fiscalité. Voilà, quelle est votre tranche d'impôt? Quel est votre niveau de fiscalité? Selon votre tranche marginale d'imposition, chez MG, ils connaissent très bien vos conseils habituels. On parle souvent de taux moyen d'impôt et de tranche marginale. Donc, selon la tranche dans laquelle vous vous situez, vous allez devoir plutôt privilégier certains dispositifs. Et si vous êtes dans des basses tranches d'impôt, il faudra plutôt privilégier d'autres dispositifs. Troisième aspect, c'est la liquidité et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Sachez que la défiscalisation, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il faut d'abord dépenser de l'argent avant d'avoir une économie d'impôt. Les gens imaginent souvent que défiscaliser, ça va se faire comme ça, c'est facile, ça coûte rien. Non, le principe, il est assez simple. Dans tous les dispositifs de défiscalisation, on décaisse d'abord de l'argent, on dépense de la trésorerie et ensuite, on a une ristourne fiscale, une déduction fiscale, une réduction d'impôt sur la dépense engagée. Donc, les personnes qui sont un peu étranglées en trésorerie et qui sont un peu coincées,
c'est compliqué de défiscaliser. Il y a des solutions, mais c'est un peu plus compliqué de défiscaliser parce que les différents dispositifs nécessitent souvent d'abord un apport de trésorerie et ensuite on a une économie d'impôt qui est générée. Et puis la notion de risque est importante parce qu'on a des dispositifs de défiscalisation qui sont très risqués. Voilà, on en a qui ne sont pas risqués, mais on en a qui sont très risqués. Donc l'avantage fiscal finalement rémunère une prise de risque et ça ne sert à rien de s'engager dans des dispositifs de défiscalisation où vous allez perdre 70% de votre capital pour aller économiser 25% d'impôts par-ci par-là. Donc attention, on n'a jamais une économie d'impôt qui correspond totalement à la dépense que l'on a engagée. Donc faites attention à ça. Donc si vous dépensez de l'argent pour tout perdre et puis avoir 25% de votre dépense, ça rime strictement à rien. Donc ça paraît un peu logique ce que je dis, mais a priori, ça n'est pas pour tout le monde. Donc, je réinsiste là-dessus. Allez, on continue. Alors, on a 3 principes de défiscalisation en France. Ceux-là, il faut les connaître par cœur. C'est vraiment très important parce qu'ils n'ont pas le même effet fiscal. Donc, premier principe, c'est la déduction fiscale. La déduction fiscale, elle doit être privilégiée par les personnes qui payent beaucoup d'impôts, qui sont dans des tranches marginales très élevées, c'est-à-dire des tranches à 41 ou 45%, voire 30%. Mais c'est vraiment à privilégier pour au minimum des tranches d'impôts à 30%. On va venir retrancher avant le calcul de l'impôt. On va venir enlever, c'est ce qu'on appelle une déduction, donc on va retrancher avant le calcul de l'impôt, une somme que vous allez dépenser, et donc on va l'enlever d'une tranche d'impôt de votre tranche marginale. Donc pour être très pragmatique, si vous enlevez 10 000 € avant le calcul de l'impôt sur une tranche d'impôt à 45%, vous économisez 4 500 € d'impôt l'année suivante. Si vous retranchez 10 000 € de votre revenu imposable sur une tranche d'impôt, une tranche marginale à 30%, vous économisez 3 000 € d'impôt. Donc en gros, on vient retrancher avant de passer à la moulinette du calcul de l'impôt, on vient enlever par la tranche la plus haute une somme d'argent que vous avez dépensée. Ça, c'est ce que l'on peut voir, par exemple, pour ceux qui font du PER, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Quand vous faites du PER en utilisant les plafonds qui figurent sur votre avis d'imposition, c'est ce qu'on appelle de la déduction fiscale, puisque si vous devez déclarer, je dis n'importe quoi, 200 000 € de revenus avec le conjoint, on va venir enlever des 200 000 € la somme que vous versez dans un PER. Donc, si vous versez 20 000, vous n'allez avoir un revenu imposable que de 180 000 et pas de 200 000. Et donc, les 20 000 € que l'on déduit, on les déduit de la tranche par le haut, la plus haute. Voilà, j'espère que je suis assez clair. On en reparlera évidemment si vous avez des questions, mais c'est vraiment le principe de la déduction fiscale plutôt pour les hauts niveaux de revenus. Et oui, on peut déduire soit du revenu catégoriel, si vous êtes en BNC, si vous êtes gérant de société ou si vous êtes en entreprise individuelle, de votre BIC, ou bien on peut déduire du revenu global, c'est-à-dire une fois qu'on a fait votre bilan, hop, votre comptable habituel fait votre déclaration de revenus. On a ce qu'on appelle un revenu global qui intègre toutes les sources de revenus possibles. Et on peut déduire aussi dans certains dispositifs du revenu global, du revenu personnel et pas du revenu catégoriel. C'est un peu technique, je m'en excuse, mais voilà, c'est le principe de la déduction fiscale. On vient retrancher. Deuxième principe, la réduction d'impôt. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des réseaux bancaires. C'est un peu le médicament fiscal, c'est-à-dire que je dépense de l'argent et je vais avoir droit à un pourcentage de réduction d'impôt sur le montant de ma dépense. Je dépense 10 000 €. Si j'ai 25% de réduction d'impôt, je vais avoir droit à 25% de 10 000, c'est-à-dire 2 500 € de réduction fiscale. Et cette réduction d'impôt, ces 2 500, on va venir les enlever, les retrancher une fois que l'impôt a été calculé. On va venir retrancher la réduction d'impôt à laquelle on a droit sur le montant de l'impôt à payer, sur la facture fiscale. Donc, pour être très clair, j'ai même envie de faire un petit dessin, la déduction fiscale, on intervient avant le calcul de l'impôt, on vient retrancher avant le calcul de l'impôt, on enlève un bout du gâteau. La réduction fiscale, on vient enlever
sur le montant de l'impôt à payer, une fois que l'impôt a été calculé. Et donc, vous allez comprendre, quelqu'un qui est dans une tranche à 41%, il a plutôt intérêt à faire de la déduction fiscale plutôt qu'à acheter un produit chez le banquier qui va lui générer 25% de réduction d'impôt sur un FCPI ou autre chose, puisque en versant une même somme de 10 000 euros, si on fait un dispositif de réduction d'impôt qui est souvent de l'ordre de 25%, on va économiser 2 500 euros d'impôt. Si on déduit les 10 000 euros pour une même dépense sur une tranche à 41, on va économiser 4 100 euros d'impôt. Donc, pour quelqu'un qui veut absolument défiscaliser, déjà, on voit déjà plein de personnes se tromper de dispositif, aller chercher des trucs à 25% de réduction d'impôt, alors qu'ils pourraient faire juste tout simplement de la déduction fiscale à 41%. Donc, pour une même somme engagée, on n'a déjà pas la même économie d'impôt. Donc, déjà, on peut se tromper sur la méthode de défiscalisation. Et vous voyez que je n'ai pas encore parlé d'immobilier, de loi Malraux, de monuments historiques, de loi Pinel. J'ai juste parlé de est-ce qu'il vaut mieux déduire ou est-ce qu'il vaut mieux réduire son impôt? Deux choses différentes. Et puis après, on a aussi un dispositif, le troisième, qu'on appelle le crédit d'impôt. Alors, il est assez connu. C'est souvent les sommes engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, c'est que la réduction d'impôt, si vous avez un impôt à payer qui est inférieur à la réduction d'impôt que vous avez, en gros, vous devez payer 1 000 euros d'impôt, vous avez 1 500 euros de réduction d'impôt, les 500 euros sont perdus. On n'a pas le droit de les reporter les années suivantes. C'est la différence, la grosse différence avec le crédit d'impôt, c'est qu'un crédit d'impôt, pareil, si vous avez 1 000 euros d'impôt à payer et que vous avez un crédit d'impôt de 1 500, les 500 que vous n'avez pas utilisés sont reportables l'année suivante. C'est ce qui fait la vraie différence. Mais le crédit d'impôt donc ressemble à la réduction d'impôt sur le montant de l'impôt à payer, sauf que le crédit d'impôt, il est reportable quand on n'a pas pu utiliser toute son enveloppe de défiscalisation. Voilà, je continue, je ne m'attarde pas. On va balayer ensemble les deux types de défiscalisation. Vous avez la défiscalisation qu'on peut appeler financière et la défiscalisation qu'on peut appeler immobilière. Dans la défiscalisation financière, on a par exemple les FCPI ou les FIP. C'est assez connu, c'est un peu pour les retardataires en fin d'année, là au mois de décembre. Souvent dans les réseaux commerciaux, les gens font des actions auprès des clients pour dire « Ah là là, c'est la fin d'année, c'est le mois de décembre, attention, c'est les derniers moments pour défiscaliser ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle les médicaments fiscaux. Il faut savoir que derrière les FCPI et les FIP, vous avez beaucoup d'investissements risqués parce que ce sont des investissements qui sont dédiés à financer des startups dans la biotechnologie, dans l'environnement, dans le médical. Et donc, en gros, vous investissez de l'argent dans un panier de sociétés. Ce panier de sociétés, il est constitué par un gérant de la banque, d'un fonds d'investissement, etc. Et ce gérant, il va prendre des participations dans un certain nombre de sociétés de start-up. Et ces startups, sur peut-être 15 sociétés, vous allez en avoir une qui va marcher, 8 qui vont déposer le bilan, 3 qui vont vivoter. Et donc, attention, ce sont souvent des placements risqués où vous n'avez absolument aucune garantie en capital. Et donc, voilà, la philosophie, c'est le financement d'entreprises qui sont en cours de levée de fonds. Et donc, vous n'avez absolument aucune garantie de rentabilité sur ce type d'investissement. Donc, il faut faire attention. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les gens perdent plus que 25% d'économie d'impôt. Donc, on a droit à 25% de réduction d'impôt dans ce type d'investissement. Donc, si vous mettez 10 000 euros, vous économisez 2 500 euros, vous avez 2 500 euros de réduction d'impôt. Et souvent, les gens perdent plus que les 2 500 euros. C'est-à-dire que si vous faites moins 25%, vous revenez au même niveau, vous n'avez pas perdu, rien gagné, rien perdu. Par contre, dès que ça dépasse 25% de perte sur le FCPI, eh bien, vous commencez à perdre de l'argent. Donc, attention, ce sont des médicaments fiscaux qui peuvent s'avérer un petit peu risqués. On a souvent des frais aussi cachés qui sont importants dans ce type de FCPI. Donc, les commissions sont assez gracieuses pour un certain nombre d'intervenants et évidemment les intervenants, c'est-à-dire les vendeurs de ce type de produit. Donc faites attention. On a aussi une obligation de conservation des parts de FCPI, de blocage des fonds.
entre 5 et 10 ans selon le type de FCPI ou de FIP, de fonds d'investissement de proximité. Donc, je ne suis pas forcément très fan, d'autant plus dans un contexte économique où c'est plutôt incertain au niveau de l'avenir. Donc, attention à ce type de produit où on perd souvent de l'argent. Souscrire un PER, ça c'est quelque chose d'intelligent. Vous êtes pour la plupart TNS, pour certains vous êtes salariés, vous avez le droit de faire du PER. Donc l'esprit de ce dispositif, c'est la retraite, c'est comment améliorer ses droits à la retraite, comment capitaliser pour se constituer un stock de guerre finalement au moment du départ à la retraite. Et ce PER, c'est assez exceptionnel en termes d'efficacité parce que vous allez faire ce qu'on appelle de la déduction fiscale. Vous mettez 10 000 € dans un PER, vous retranchez ces 10 000 de votre revenu global, soit de votre revenu catégoriel, soit de votre revenu global. Donc, quand vous mettez 10 000 et que vous avez une tranche d'impôt à 30%, vous économisez 3 000 € d'impôt l'année suivante. Le PER, si vous choisissez un fonds prudent, ça n'est pas risqué. Vous avez une contrainte, c'est la notion de blocage des fonds jusqu'à la retraite, avec un certain nombre de cas de déblocage anticipé, dont l'achat de la résidence principale. Et je trouve le principe assez intelligent puisque vous allez faire travailler votre capital tout au long de votre vie professionnelle. Vous allez déduire fiscalement à un moment donné de votre vie où vous êtes sur des tranches d'impôts souvent élevées. Et au moment du départ à la retraite, on est, oui, certes fiscalisé sur l'argent que l'on récupère sous forme de capital ou de rente, mais c'est un dispositif qui est intelligent, intéressant. Et je vois souvent des gens faire des dispositifs farfelus un peu partout en France ou à l'international pour défiscaliser, alors qu'on a un dispositif assez exceptionnel en termes d'économie d'impôts, c'est le PER. Donc pensez-y, un contrat de retraite, c'est très simple, c'est intelligent et vous risquez souvent de ne pas avoir de déconvenus dans ce type de dispositif parce que c'est assez facile. Par contre, c'est vrai que ça n'est pas très exotique. Comment choisir un contrat de retraite PER? Alors chez MG, on peut vous conseiller évidemment, puisque vous savez qu'on est indépendant, mais simplement en 2 mots, vous avez 2 types de PER sur le marché. Vous avez des PER qui sont purement financiers, comme une sorte de livret A. En gros, je mets des sous de côté, j'essaye de ne pas avoir de frais sur versement à chaque fois que je verse de l'argent dans mon PER et je peux moduler mes versements comme je veux chaque année en fonction des plafonds de défiscalisation. Et au moment du départ à la retraite, vous récupérez votre argent en capital ou en rente. Deuxième type de PER, c'est ce qu'on appelle des PER avec garantie exonération. On a des frais sur versement sur ce type de PER. Pardon. Par contre, c'est peu connu. Vous avez ce qu'on appelle une garantie de prévoyance, c'est-à-dire que quand vous versez de l'argent dans votre PER avec garantie exo, si jamais un jour vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité, eh bien votre cotisation retraite est prise en charge par la compagnie d'assurance, elle est remboursée par la compagnie d'assurance. Et si jamais il y a un décès avant la retraite, le conjoint touche la rente que l'individu aurait dû avoir comme s'il avait payé sa cotisation jusqu'au moment du départ à la retraite. Donc, le PER, ça ne se choisit pas comme ça. Il faut checker le marché, il faut gérer un appel d'offres et on a vraiment 2 catégories de PER avec cette garantie exo ou sans cette garantie exo. Voilà, il y en a pour tous les goûts. La souscription ou l'acquisition de parts de groupements forestiers, c'est très intelligent. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, l'écologie, le réchauffement climatique, est-ce que l'or de demain ne sera pas finalement des métaux, mais ça sera plutôt des bois, des terrains avec des sources d'eau? On peut se poser la question. Je pense que pour des gens qui ont déjà une certaine assise patrimoniale, la souscription ou l'acquisition de parts de groupements fonciers forestiers, c'est pas idiot. Vous avez droit à une réduction d'impôt qui correspond à 18% du montant investi, qui est plafonné. Mais en termes de diversification patrimoniale, je trouve le système assez intelligent. On a d'autres attraits, c'est une exonération à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière, pour ceux qui sont déjà un peu consistants au niveau patrimonial. On a aussi une belle exonération en termes de droits de succession, parce que on parle souvent d'exo, de défiscalisation au niveau de l'impôt sur le revenu, mais on a aussi, vous le savez, l'impôt sur la succession qui est très lourd en France.
et l'impôt sur la fortune immobilière, sur le patrimoine. Donc, jusqu'à présent, on pouvait avoir un impôt sur la fortune sur le financier et l'immobilier. Maintenant, c'est terminé. On a un impôt sur la fortune que sur l'immobilier. Le financier est exonéré. Et donc, c'est acheter des forêts, acheter des groupements fonciers forestiers. Je trouve que c'est assez judicieux en termes de défiscalisation. La durée de conservation des parts, elle est au moins de 5 ans, 5 ans et demi, voire 7 ans, selon les dispositions. La rentabilité, elle est assez faible, donc on ne fait pas ce type d'investissement pour aller chercher une rentabilité élevée. C'est plutôt de la diversification pour des gens qui n'ont pas trop besoin d'argent, entre guillemets, à court terme, et qui veulent diversifier leur patrimoine. Ça peut générer des économies d'impôt intelligentes. Les SOFICA, vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est de sponsoriser le cinéma, voilà, puisque l'industrie du cinéma a besoin d'argent pour produire des films. Et les SOFICA, c'est un dispositif qui est fait pour alimenter ces films. Alors attention, c'est bien pour être invité à des avant-premières, comme je le dis sur la slide. Par contre, en termes de rentabilité, c'est souvent la cata. Hein. Donc, je ne vous conseille pas, sans prise de parti, hein, j'essaye de vous faire un webinaire indépendant, mais je vous le dis, attention à ce type d'investissement. Sur le moment, on est content, on dit tiens, ça peut être intelligent de SOFICA le cinéma, même si on est cinéphile. Par contre, la rentabilité et la chute de ce type de dispositif, elle est souvent très mauvaise. Donc, attention à ce type de médicament fiscal. Les lois Girardin, vous en avez peut-être entendu parler. On pourrait écrire un livre, hein, c'est même assez comique, sur ce type de dispositif. Alors, c'est pas très marrant pour les gens qui sont tombés dans le piège, mais c'est assez hallucinant le type de dispositif et d'investissement que l'on peut réaliser dans cette loi-là. Alors, la loi Girardin, c'est principalement pour financer des choses dans les pays, dans les territoires ou départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe, etc. En gros, le principe, c'est soit de devenir propriétaire d'un appartement dans les dom-toms, et donc c'est déjà très compliqué de maîtriser son immobilier en métropole. Alors, à moins de connaître quelqu'un sur place et de très bien connaître l'endroit, à 8 ou 9 heures ou 24 heures d'avion, ça me paraît assez audacieux d'aller acheter de l'immobilier locatif là-bas. Et là, la deuxième chose, c'est qu'on peut faire de la loi Girardin comme un médicament fiscal. En fait, vous faites ce qu'on appelle une avance de trésorerie. C'est que l'État vous dit, je résume vulgairement, mais c'est un moyen de bien comprendre ce dispositif, parce que c'est souvent vendu par des gens qui expliquent pas vraiment les choses à leurs clients. C'est l'État a besoin de trésorerie, de cash. Et donc, si vous faites une avance d'impôt avant la fin de l'année, eh bien, on vous fait une ristourne sur le montant de l'impôt suivant. Donc, en gros, si vous avancez de l'impôt en avance, on vous fera une ristourne sur la facture fiscale. Et donc, les gens ont l'impression que c'est facile. On fait une avance d'impôt, super, on va gagner 10 ou 20% de plus l'année d'après en termes d'économie d'impôt, de réduction fiscale. Le problème, c'est que derrière cette loi, vous avez tout un engagement de conservation, d'exploitation, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes associé d'une société et cette société, en Outre-mer, elle doit exploiter quelque chose pendant 5 ans ou 7 ans. Et si la personne en Outre-mer n'exploite pas correctement les choses ou dépose le bilan, eh bien, par effet ricochet, par effet rétroactif, non seulement vous êtes retoqué fiscalement, parce que Bercy veille au grain, et en plus, vous devez payer un avocat pour vous défendre, parce que c'est assez compliqué de répondre aux impôts dans ce type d'investissement. Donc, attention aux lois Girardin, ce sont des médicaments fiscaux qui sont vraiment pas plus rentables qu'un investissement dans un PER. C'est qu'en loi Girardin, vous balancez de l'argent pour avoir une économie d'impôt et à la fin, vous n'avez rien, vous n'êtes propriétaire de rien et vous prenez un risque sur 5 ans en étant lié à des gens que vous ne connaissez pas. Donc attention au risque d'exploitation et à la notion de conservation pendant 5 ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait retoquer, qui ont acheté des hélicoptères qui ne sont jamais envolés ou qui ont acheté des bateaux de luxe qui n'ont jamais pris la mer. Faites très attention à ce type de dispositif parce qu'il y a un envers du décor qui est bien plus complexe que ce que vous pouvez imaginer.
La défiscalisation immobilière, ça c'est, vous l'aurez compris, dans la défiscalisation financière, on a le PER qui est très intelligent. Dans la défiscalisation immobilière, moi c'est un peu mon chouchou aussi, je trouve que c'est pas idiot. Alors après, il y a des critères à respecter quand on s'engage dans l'investissement immobilier, mais la défiscalisation immobilière, c'est un moyen d'avoir un avantage fiscal sur un investissement immobilier que l'on compte faire, locatif, pour se générer du patrimoine et pour se forcer à épargner. Alors, je connais les inconvénients. Oui, mais les locataires, le robinet qui fuit, l'agence, j'ai déjà suffisamment de problèmes. Sachez que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont réussi patrimonialement à se constituer un vrai patrimoine en passant par cette défiscalisation immobilière. Alors, on a plusieurs dispositifs. On a la Malraux monument historique. Je les mets un peu ensemble parce que ce sont deux dispositifs qui se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que, en gros, en France, on a un beau patrimoine dans un certain nombre de villes, moyennes ou grandes villes. Et donc, le principe, la philosophie, c'est quand on achète dans des secteurs sauvegardés ou dans des zones classées monuments historiques, eh bien, on va défiscaliser l'enveloppe travaux que l'on va investir pour rénover son appartement. Donc, en gros, vous achetez un appartement dans un immeuble, dans une zone qui est classée loi Malraux, secteur sauvegardé ou monument historique, et l'enveloppe de travaux que vous allez investir, en loi Malraux, vous allez avoir droit à une réduction d'impôt. Donc, vous allez avoir droit à 22 ou 30% de réduction d'impôt sur l'enveloppe de travaux, qui est plafonnée évidemment sur 4 ans. Et en loi monument historique, c'est mieux que ça. Vous n'allez pas avoir droit à une réduction d'impôt sur l'enveloppe travaux. Vous allez avoir droit à une déduction fiscale de l'ensemble des travaux. Et cette déduction fiscale, vous allez pouvoir la retrancher de votre revenu global, sans limitation. Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'est que, pour vous donner un ordre d'idée, avec ce type de dispositif, on peut éliminer l'impôt pendant 3 ans globalement. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment d'enveloppe de travaux de rénovation, eh bien, vous pouvez effacer l'ensemble de vos revenus les 2 ou 3 premières années, puisqu'on peut déduire tous les travaux. Alors évidemment, on ne s'amuse pas à le faire tout seul. On passe par des professionnels habilités qui ont une réputation dans le domaine, parce qu'il faut discuter avec les architectes des bâtiments de France, et croyez-moi, ce n'est pas simple. Il y a des normes, des critères à respecter dans la rénovation. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait soi-même. On a quelques monteurs en France qui sont assez réputés, qui font les choses très bien. Alors, attention dans ce type de dispositif, ça peut paraître assez alléchant puisqu'on a des belles enveloppes de déficit. Première chose à vérifier, c'est que les entreprises qui font la rénovation ne se gavent pas, puisque comme ils vous amènent un package de rénovation, il faut quand même vérifier le prix du parpaing, le prix de la brique et arriver sur une enveloppe de rénovation qui soit cohérente in fine en termes de prix au mètre carré. C'est-à-dire qu'une fois la rénovation faite, il faut que votre prix au mètre carré d'investissement il corresponde quand même, même si c'est un peu plus cher, au prix du neuf sur le marché à l'endroit où vous investissez. Donc, attention à ça. La deuxième chose, c'est qu'on a souvent l'appât du gain, c'est-à-dire qu'on a une belle défiscalisation les 2-3 premières années, et ensuite on n'a plus rien. Et souvent, on a un ticket de loyer payé par le locataire qui est un peu en dessous du marché réel. Et donc, une fois qu'on a consommé finalement ces économies d'impôt, on se retrouve avec un gros crédit pendant 15 ans, avec une rentabilité qui n'est pas forcément exceptionnelle. Donc, attention, c'est prix de revient au mètre carré une fois la rénovation faite, et quel est le prix du loyer une fois que j'ai bouffé finalement mes économies d'impôt. Qu'est-ce qui va se passer pour moi les 15 prochaines années? Donc, il faut bien pousser la simulation pour ne pas se tromper. La location meublée professionnelle et non professionnelle, alors vous êtes chez MG, donc vous avez affaire aux spécialistes français de la location meublée, puisque comme vous le savez certainement, MG est leader sur tout ce qui est comptabilité des locations meublées en France. Donc ça, c'est un super dispositif. C'est quand on fait du locatif, on a 2 façons de le faire. Soit vous faites de la location nue, c'est-à-dire que vous achetez un appartement, le locataire vient avec ses meubles,
et puis ensuite, vous louez l'appartement. L'inconvénient de ce type de dispositif, c'est qu'on repaye vite de l'impôt sur le revenu foncier que l'on encaisse, ce qu'on appelle le revenu foncier net. C'est-à-dire que le loyer paye en partie le crédit, donc en termes de trésorerie, vous n'avez pas d'excédent de trésorerie puisque le loyer paye le crédit, mais vous recommencez à payer de l'impôt sur les revenus locatifs que vous encaissez. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue, c'est un peu compliqué. La location meublée, elle permet une chose, principalement, évidemment, je prends des raccourcis, c'est d'amortir votre bien immobilier. Le fait de meubler votre logement, vous allez pouvoir l'amortir, amortir l'immobilier, amortir le mobilier, et cet amortissement comptable, il va créer une charge supplémentaire qui va effacer l'impôt que vous devriez payer sur les revenus locatifs. Donc en gros, vous créez un patrimoine intelligemment en défiscalisant le revenu locatif qui vous sert à financer ce patrimoine. Globalement, c'est ça. Et une fois que vous avez fini de payer votre appartement, vous avez très souvent un stock d'amortissement que vous n'avez pas utilisé. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais vous avez amorti le bien et tous les amortissements que vous n'avez pas pu utiliser parce que vous n'aviez pas assez d'excédent de revenus, eh bien, vous allez pouvoir les impacter, les utiliser sur les revenus futurs. Donc, c'est un vrai moyen de défiscaliser des revenus complémentaires à la retraite. Ce n'est pas vraiment l'idée de défiscaliser sur votre revenu personnel, sauf en loueur en meublé professionnel, qui est un autre dispositif plus lourd, plus engageant. La location meublée non professionnelle, elle permet surtout de défiscaliser des revenus futurs et d'éviter d'être fiscalisé pendant la phase de constitution de patrimoine, de financement du bien. J'espère que je suis assez clair, mais c'est vraiment ça le principe. Alors après, on a des dispositifs qu'on appelle aussi sensibles ouverts. Donc, c'est de la location meublée, mais avec un avantage fiscal sur l'impôt personnel. Donc, c'est pas mal aussi. Un petit piège, faites attention, il y a beaucoup de résidences meublées qui sont vendues avec des gestionnaires qui vont vous faire signer un bail commercial. Attention à la qualité de signature du gestionnaire. Il y a beaucoup de gestionnaires qui remettent en cause les baux au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, sous prétexte qu'il y a d'autres résidences qui se sont construites. Vous étiez parti avec un bail commercial, avec une garantie de loyer en vous disant « je ne m'occupe de rien, tout va se faire tout seul ». Eh bien non, on a souvent des remises en cause par les gestionnaires et on a aussi même des sauvegardes de justice, des dépôts de bilan des gestionnaires. Donc faites attention, la revente dans ce type de location meublée, elle peut être compliquée. Donc moi, je vous conseille souvent les gens de faire du meublé tout seul, en achetant un appartement, en le meublant et en le mettant dans une agence. Au moins, vous êtes tranquille. Et si demain, il y a quoi que ce soit, vous avez une possibilité de revente qui est bien plus facile qu'avec un gestionnaire dans une résidence de tourisme, une résidence étudiante. On a des belles résidences, on a des gestionnaires qui sont fiables, mais attention, on est dans le cadre du droit commercial avec des principes d'indemnité d'éviction si on veut sortir son appartement de la résidence. Donc, faites attention à ça. Faites-vous bien expliquer par les vendeurs les inconvénients du bail commercial. Voilà, ça c'est le petit conseil du jour. Le dispositif Pinel, on en entend beaucoup parler. Alors, l'argument toujours, c'est de dire, pas l'argument, le contre-argument, c'est « Ah, mais en Pinel, on achète cher, les promoteurs, ils gonflent les prix. » En fait, les promoteurs, ils font le prix normal, ils ne gonflent pas les prix. C'est que les promoteurs, leur but, c'est de sortir de la marge. C'est pas compliqué. Vous êtes chef d'entreprise. Le principe de l'économie, c'est plutôt de sortir de la marge quand on fait du commerce. Donc, le promoteur, il ne vend pas plus cher parce que c'est de la loi Pinel. Le promoteur, il a sa marge, il a son ratio de rentabilité. Il essaye de sortir sa marge. Bref, faire de la loi Pinel, c'est acheter des appartements dans le neuf, dans un certain nombre de villes de France. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif Pinel en lui-même, il est intelligent, il est judicieux. C'est que vous allez avoir droit à une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21% du montant de votre investissement plafonné à 300 000 €. Donc, en gros, il faut acheter du neuf sur plan. Donc, vous achetez un emplacement, vous achetez une notice descriptive de la prestation et vous achetez un prix au mètre carré. Après, libre à vous, une fois que vous avez acheté votre appartement, de voir si cet appartement rentre dans un dispositif Pinel ou pas.
C'est-à-dire qu'on n'achète pas un appartement Pinel. La loi Pinel, c'est un avantage fiscal que l'on va choisir d'opter. On va opter pour ce dispositif-là au moment de la première déclaration de revenus quand le bien il est livré, mais on n'est pas obligé d'opter pour la loi Pinel. Les gens prennent souvent des raccourcis, c'est comme en assurance vie en disant on est bloqué 8 ans, c'est pas vrai. La loi Pinel, on n'achète pas un appartement Pinel, on achète un appartement dans le neuf et on regarde ensuite s'il est éligible à la loi Pinel. Voilà, c'est deux choses différentes. Et donc, il est tout à fait possible d'acheter un appartement en loi Pinel et de le faire correctement. Si vous achetez à côté de chez vous, dans des endroits que vous connaissez, il n'y a pas de raison de se faire avoir et de suracheter le bien, pas du tout. Voilà. Par contre, effectivement, il y a des tas de personnes, et ça c'est 60% des investisseurs, qui achètent des plaquettes en imaginant que c'est exceptionnel, et puis à la fin, quand ils ouvrent la fenêtre de leur appartement, ils sont sur un cimetière ou à côté d'une déchetterie ou d'une benne à ordures. Et évidemment, si vous achetez dans des endroits sans aller voir et sur la base d'une plaquette qui est très bien dessinée, là, on risque d'avoir des déconvenus. Donc, la loi Pinel, elle peut très bien être performante. Le dispositif sur le papier est très bon. Par contre, le problème, c'est la manière dont on achète son immobilier. Il est là le problème. Le problème, ce n'est pas la loi Pinel. Les SCPI, on voit beaucoup de SCPI qui sont vendus aussi. Alors, l'intérêt des SCPI, c'est qu'on peut faire de la pierre papier, c'est-à-dire qu'on va investir de l'argent auprès de son banquier très souvent. Après, on a aussi des sociétés spécialisées dans les SCPI qui sont assez connues. Le principe, c'est quoi? C'est j'ai pas envie de m'occuper de l'immobilier en direct parce que j'ai une activité professionnelle qui me contraint, etc. J'ai suffisamment de soucis. Donc, je vais faire de l'immobilier en pierre papier, c'est-à-dire que je vais confier l'achat de l'immobilier à un banquier ou à un gestionnaire qui va acheter de l'immobilier à ma place. C'est comme ce qu'on appelle des SICAV ou des fonds communs de placement. C'est pas vous qui achetez des actions L'Oréal ou LVMH, c'est un gestionnaire Action Française qui va acheter des actions sur le CAC 40 à votre place. Et donc, vous allez avoir la SICAV, Action Française, de tel ou tel établissement financier. Les SCPI, c'est pareil, c'est un professionnel qui va acheter de l'immobilier à votre place. Donc, attention, on pense, il me semble, que la prochaine bulle spéculative qui va éclater pour certains professionnels, c'est notamment les SCPI, parce qu'on a beaucoup de SCPI de bureaux, et avec le Covid qui est passé par là, il y a énormément de sociétés à l'international qui se sont rendues compte que ça ne servait à rien de payer des baux très chers aux Champs-Élysées ou ailleurs, et donc beaucoup d'entreprises ont résilié leurs baux avec le télétravail. Et attention, il y a des SCPI qui vont avoir des déconvenus. Donc, si vous faites des SCPI, l'avantage, c'est que vous vous occupez de pas grand-chose. Vous avez un compte rendu, vous avez un revenu régulier garanti, très souvent, avec des rendements qui peuvent être intéressants. Mais attention à bien vérifier dans quel SCPI vous allez, parce que si c'est du bureau, vous risquez d'avoir des déconvenus. Et il me semble qu'investir dans des SCPI aujourd'hui, avec un peu un retournement de marché sur l'immobilier, des taux d'intérêt qui augmentent, vigilance à peut-être ne pas trop rentrer en ce moment sur des SCPI. Voilà. Deuxième chose, vous n'avez absolument aucune garantie en capital sur ce type d'investissement, donc il faut aussi être vigilant et bien comprendre ce qu'il en est. Les pièges à éviter. Voilà. Donc les pièges à éviter dans l'immobilier, je les rappelle, c'est peut-être basique pour ceux qui font déjà de l'immobilier, mais je vous le redis. Donc, renseignez-vous sur les prix à l'achat, dans l'ancien, dans le neuf, la localisation. Évitez de surpayer votre acquisition. C'est à l'achat qu'on fait la bonne affaire. C'est pas à la fin. On ne se dit pas donc non, c'est à l'achat. Si vous achetez pas cher aujourd'hui, demain vous ferez une bonne affaire parce que la France, elle fait la même superficie. Il y a de plus en plus de monde. C'est pas compliqué à comprendre. La plupart des fortunes qui se sont faites, c'est des gens qui avaient du foncier, du terrain, des terrains qui sont passés constructibles. Donc, l'immobilier, d'une façon générale, depuis l'après-guerre, ne fait que de se valoriser. Et Paris, c'est même exponentiel, c'est bien plus que le marché national. Donc, attention au prix d'achat. Assurez-vous du bon rendement locatif de votre bien. C'est aussi lui qui déterminera la rentabilité de votre opération à la fin. Donc, faites attention aussi au rendement locatif. Plus j'achète cher au mètre carré, plus je vais avoir un rendement locatif qui sera
qui sera médiocre, puisque si vous achetez dans plein centre de Megève ou plein centre de Neuilly, bah, c'est évidemment pas là que vous aurez une super rentabilité locative. Par contre, vous ferez un investissement sécurisant avec un potentiel de valorisation au mètre carré, même si vous achetez cher aujourd'hui, vous savez que demain, après-demain, ça restera toujours des endroits qui seront chers, donc vous avez une sécurité de placement. Si par contre, vous voulez du rendement locatif, eh ben, il ne faut pas acheter à Lyon 6e ou dans le centre d'Annecy, sauf, alors je nuance ce que je suis en train de dire, sauf à faire du Airbnb, sauf à faire de la location meublée saisonnière où vous louez à la semaine, où là, effectivement, si vous ne louez pas à l'année à une seule personne, mais que vous passez par une agence ou une conciergerie, là, on peut avoir des rentabilités qui sont même très fortes et très intéressantes. Donc, je nuance mes propos par rapport à l'achat dans des centres-villes assez chers. Vérifiez aussi la proximité des transports, commerces, écoles. N'achetez pas une plaquette. Les gens qui achèteront votre appartement quand vous souhaiterez le revendre, eh bien, ils vont regarder tous ces aspects. La vue, l'exposition, est-ce que je donne sur une rue bruyante, est-ce qu'il y a des transports en commun à côté. Donc, faites attention à ça pour éviter les mauvaises surprises et évidemment, déplacez-vous avant d'acheter quoi que ce soit. Voilà, j'ai horreur de l'argument de dire mais vous n'y habiterez jamais, ce n'est pas votre résidence principale. Eh bien si, faites attention, les gens qui achèteront votre appartement in fine, ils vont se projeter, ils vont regarder l'environnement, donc faites comme si c'était un endroit où vous allez habiter, c'est très important. Voilà. Attention aux simulations aguicheuses. Combien de fois j'ai vu passer des simulations, évidemment documents non contractuels, donc faites attention, c'est très facile de manipuler les chiffres et de parler de TRI en mettant un niveau de revalorisation au mètre carré sur 15 ans qui soit assez exagéré, en mettant des revalorisations de loyer qui soient surestimées. Donc faites attention aux simulations aguicheuses, elles n'engagent que le vendeur qui de toute façon ne s'engage pas contractuellement sur ces choses-là. Donc faites attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit en matière de simulation financière. D'ailleurs, ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, les bons conseils, c'est quoi? C'est mieux vaut viser des investissements rentables quitte à payer des impôts. Donc, vous avez bien compris que la défiscalisation, ça ne doit pas être le seul objectif, c'est un moyen d'optimiser votre investissement. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être l'objectif principal parce que quand c'est l'objectif principal, on fait souvent des conneries. Donc, l'idée, c'est que, on souhaite se constituer du patrimoine, on souhaite épargner, on souhaite sécuriser soi-même ou sa famille et on réfléchit à la meilleure enveloppe fiscale qui peut se rajouter sur vos investissements pour optimiser votre fiscalité. C'est souvent comme ça qu'on fait des bons investissements. C'est rarement à l'inverse. Donc, attention à ça. On continue. La bonne stratégie, parce qu'on s'approche de l'heure de l'after, mais en gros, pour résumer, la bonne stratégie, on peut la résumer comme celle-ci. Acheter sa résidence principale, bah, c'est un bon moyen de défiscaliser pour constituer son patrimoine parce que comme vous le savez certainement, quand on revend sa résidence principale, c'est assez exceptionnel, on n'a pas d'impôt sur la plus-value. Donc, c'est quand même le seul, voire un des seuls types d'investissement où on n'a pas d'impôt sur la plus-value et où les plus-values sont souvent très intéressantes. Donc, pensez-y, voilà. C'est pas une fin en soi, mais c'est intelligent. Se constituer une épargne de précaution, c'est qu'avant de défiscaliser, on se sécurise, on constitue un matelas de trésorerie parce que les défiscalisations où il y a tout qui se passe facilement, où ça ne coûte rien, ça n'existe pas. Voilà, quand on vous fait des simulations en vous disant que ça va rien vous coûter, partez en courant parce que c'est pas vrai. Il y a le coût moyen de l'investissement sur 15 ans, donc la moyenne, et après, comme vous le savez certainement, il y a la trésorerie. Et la trésorerie réelle, l'année N+1, l'année N+2 et le coût moyen de votre investissement, ce sont deux choses différentes. Et on a beaucoup de gens qui ont eu des déconvenues parce qu'ils n'ont pas compris la différence entre le tableau de trésorerie réel à certains moments de l'investissement et le coût moyen quand on lisse finalement l'effort d'épargne de l'individu sur 15 ans ou sur 20 ou 25 ans. Parce qu'évidemment, plus on allonge la durée du prêt,
et plus l'effort de trésorerie est faible, puisqu'on vous fait payer sur 20 ou 25 ans le bien immobilier, voire même on vous dit qu'il faut le revendre au bout de 9 ans. Donc attention à ça. Ouvrir un contrat d'assurance vie, épargner de façon automatisée, c'est intelligent, parce que c'est un moyen de vous forcer à vérifier votre capacité d'épargne sans s'engager dans des crédits importants. Donc, ouvrir un contrat d'assurance vie, forcez-vous à épargner, vous allez constater votre capacité d'épargne. Ouvrir un contrat de retraite, vous avez compris, c'est un des meilleurs moyens de défiscaliser sans avoir peur, sans faire des choses irréversibles, et c'est même très efficace fiscalement. Donc, pour ceux qui adorent la défiscalisation, allez chercher les plafonds d'optimisation fiscale sur les contrats de retraite. Il y a de la marge, il y a de quoi faire, donc allez-y, parce que c'est déductible de votre tranche d'impôt maximale. Acheter de l'immobilier locatif, oui, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne solution. On peut passer par des agences immobilières pour déléguer la gestion, et si l'agence elle n'est pas performante, on peut changer d'agence. Donc l'immobilier, évidemment que c'est aussi une prise de risque, aussi des soucis en plus, mais il y a des personnes pour qui ça se passe très bien, et c'est même un effet de levier assez important du point de vue patrimonial. Donc, si vous avez besoin de conseils pour choisir la bonne enveloppe de défiscalisation, il y a une cellule de gestion de patrimoine chez MG, n'hésitez pas à les solliciter, qui est animée par Thibaut. Si vous avez besoin de conseils sur d'autres dispositifs un peu plus protection sociale, épargne, retraite, tout ça, n'hésitez pas à me le demander aussi. Vous avez la possibilité, sachez-le, d'investir dans votre outil de travail, achat de parts sociales, organisation avec des systèmes de holding, tout ça, c'est aussi un moyen d'optimiser sa fiscalité. La distribution aussi de son revenu, est-ce que je prends des dividendes, est-ce que j'ai le bon statut social? Donc ça, c'est un moyen intelligent de défiscaliser. Réfléchir à votre mode d'exercice. Pour nos amis médicaux ou paramédicaux qui nous écoutent, il est possible de s'organiser, d'exercer votre activité, non pas seulement en BNC libéral, mais vous pouvez aussi, ou commerçant ou artisan, c'est pareil, vous pouvez passer en société pour optimiser les choses. Donc, souvent, les personnes pensent que défiscaliser, c'est la finalité, mais on peut défiscaliser intelligemment en amont sur sa manière d'exercer son activité professionnelle et sur son mode de rémunération. On peut défiscaliser. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, et je pense que c'est intelligent aussi, c'est plutôt le haut de la pyramide. On peut acheter de l'art, on peut acheter des voitures de luxe, on peut acheter du vin, on peut acheter de l'or. La crypto, c'est une nouvelle façon d'épargner également. On peut aussi aller chercher des placements un peu plus diversifiants, on va dire, mais vous voyez, il existe tout un panel de possibilités en termes d'investissement. Moi, si j'ai une conclusion à faire ce soir, je suis désolé, hein, c'est un peu concis, on essaye de balayer pas mal de choses, mais il y a 3 règles d'or. Voilà, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est 3 règles d'or. C'est diversifier votre patrimoine raisonnablement. La diversification à outrance, c'est forcément se créer des embêtements par la suite parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Donc, diversifier raisonnablement le financier, l'immobilier. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est l'épargne forcée. Habituez-vous à épargner de façon régulière, sans vous poser de questions. Et donc, faire un crédit ou mettre de l'argent de côté dans un contrat d'assurance vie régulièrement, c'est un bon moyen de commencer à se constituer du patrimoine. N'attendez pas trop, anticipez, parce que la retraite, elle arrive vite. Donc, n'anticipez pas, anticipez, pardon. Et surtout, la règle d'or, ne vous engagez pas lorsqu'on vous a expliqué plusieurs fois et que vous ne comprenez pas. Voilà. Si vous ne comprenez pas le dispositif, si les choses ne sont pas claires, n'y allez pas par gentillesse ou par faiblesse ou par amitié avec un conseiller. Faites-vous bien expliquer, et si vous avez compris les contraintes et les inconvénients du dispositif, alors là, vous pouvez commencer à mettre le pied à l'étrier et y aller. Voilà. Donc la défiscalisation, ça ne doit pas être un objectif principal. C'est vraiment important de comprendre que c'est une cerise sur le gâteau, c'est un accélérateur d'un bon investissement, mais ça ne doit pas être l'objectif premier. Voilà, j'espère que cette petite session sur la défis vous a convenu. On reparlera d'un autre thème le mois prochain, hein. On va se faire un rendez-vous régulier comme on vous l'a annoncé.
Et puis, si vous avez des questions, vous souhaitez nous consulter ou conseiller ou être conseillé par vos conseils habituels chez MG, on se tient évidemment à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a convenu et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir tout le monde.